Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On avait déjà testé le Galaxy S7 Edge, place désormais au S7. Le Galaxy S7, c'est un appareil qui tourne sur Android 6.0.1 Marshmallow. Il dispose d'un écran de 5.1 pouces, 1440 par 2560, c'est du Super AMOLED et ça lui fait 577 ppi. Il tourne sur un chipset Exynos 8890 Octa, ça fait du quad-core 2,3 plus du quad-core 1,6. 32 Go ou 64 Go de mémoire interne en fonction de la version que vous choisissez, possibilité de rajouter jusqu'à 200 Go en plus via micro SD, 4 Go de RAM, 12 mégapixels au niveau de l'appareil photo, système de stabilisation optique, appareil photo 5 mégapixels à l'avant, batterie de 3000 mAh, chargement par Qi et PMA possible, et une certification IP68 qui lui garantit tout simplement d'être résistant à l'eau et à la poussière. Le S7, c'est un appareil qui coûte 699 €. Vous pouvez le trouver notamment sur Amazon. Je vous mettrai un lien dans la description si vous avez envie de l'acheter. Commençons par le design. Ça va être assez simple. C'est une reprise du design du S6 avec un côté toujours aussi premium, du verre, de l'aluminium, comme vous pouvez le voir ici. Là, la petite différence, c'est que vous avez désormais des tranches sur les côtés ici à l'arrière qui sont légèrement incurvées. Ça lui donne une bonne ergonomie, on va parler de ça dans un instant. Il y a aussi une caractéristique assez classique ici chez Samsung, c'est que cette surface-là, ça absorbe vachement les traces de doigts de cette façon-là. Autre chose niveau changement par rapport au S6, c'est que là, on a moins de coloris, un peu too much. Par exemple, il y avait des versions un peu miroir, etc. On l'a moins cette fois, cette année. Samsung est resté plus sobre au niveau des couleurs. À l'avant, vous avez une lettre de notification, la caméra frontale. Vous avez également quelques capteurs juste ici. En dessous, vous avez le capteur d'empreinte digitale qui est juste là sous la touche d'accueil. Vous avez le bouton multitâche, on va en parler bien sûr après, et la touche retour juste là sur la droite. À droite ici sur cette tranche, on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Ici, on va avoir le tiroir qui vous permettra de mettre la SIM et la micro SD. Un micro secondaire juste là. À l'arrière, on a l'appareil photo et également bien sûr son flash et son cardio-fréquence-mètre juste là. La touche de gestion du volume et en dessous, on a le micro USB. C'est pas du type C, c'est du micro USB on va dire classique. Le jack et le haut-parleur ainsi qu'un micro principal. Alors côté ergonomie, c'est un terminal qui s'en sort vraiment très bien pour plusieurs raisons. La première, c'est le format, on est en 5.1 pouces, c'est une taille qui est plutôt moyenne par rapport à ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Bon, pour un terminal de haut de gamme, c'est assez rare finalement d'avoir des tailles de ce genre. Et ça, c'est bien, Samsung a compris ça, propose aussi des produits plus grands, mais ici on a un produit qui est de taille moyenne. Et du coup, comme il est en plus bien optimisé, il passe très très bien dans la main, on a les boutons qui sont facilement accessibles comme cela. Le design est aussi premium, du coup c'est agréable quand on le prend en main, il tient bien, on peut bien l'agripper. Et on a aussi ces bordures ici à l'arrière, enfin cet arrière ici qui est un peu plus arrondi que sur le S6, qui rend l'ensemble plus confortable. La touche ici, enfin le scanner d'empreinte digitale, bon, il est pas spécialement pratique, ça je l'ai toujours pensé, parce que c'est vrai qu'à part avec le pouce, pour les autres doigts, ça sert quasiment à rien, parce qu'il faut forcément le prendre dans une autre main. C'est vrai que moi je me suis pas mal habitué au scanner d'empreinte digitale à l'arrière, et c'est vrai que c'est pas mal. Là pour le coup, au-delà de ça, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est une version améliorée du scanner d'empreinte digitale et il est très réactif, il n'y a aucun souci. Donc voilà, bref, en gros, niveau ergonomie, on est vraiment très très bien là-dessus. On est mieux que sur un S7 Edge qui était déjà pas trop mal, mais ici comme on est dans un format plus petit, eh bien c'est plus confortable forcément. Au niveau de l'écran, on est donc en 5.1 pouces, 1440-2560 en Super AMOLED. Première chose, bon, on a une densité de pixels qui est vraiment élevée, de 577 ppi. Concrètement, vous ne verrez pas les pixels, et ça, c'est toujours appréciable. On s'y attend, de toute façon, sur ce genre d'appareil. Alors, le Super AMOLED, il est plutôt calibré par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, et sur le S7 Edge, c'était la même chose, donc ça me surprend pas. C'est-à-dire que les blancs vont être plutôt blancs, ce qui est, ça peut sembler étrange, mais souvent l'AMOLED, c'est un peu chaud, et là, c'est pas forcément le cas. Les couleurs sont vives, sans être forcément trop saturées, et vous pouvez régler ça dans les paramètres de toute façon via différents modes. On a un côté un peu de 2,5D que vous verrez peut-être là, voilà. Où en gros ça s'intègre dans le design à la manière de l'arrière, mais en moins poussé, bien sûr, pas autant incurvé que sur un S7 Edge. Là on est sur un délire un petit peu différent. Et au global, on a quand même un bel écran. Le seul truc que j'aurais envie de leur reprocher, mais c'est vraiment pour chipoter, c'est les angles de vue qui sont vraiment pas excellents.
Là, vous le voyez, par exemple, vous avez des taches d'huile là. Vous les voyez là? Ouais. C'est vraiment pas dramatique, mais c'est très très marqué quand même sur des angles un petit peu extrêmes. Donc voilà, ça c'est à relever, c'est pas, enfin, ça ne devrait pas vous déranger, mais moi je tenais simplement à le mentionner. On va maintenant passer sur les fonctionnalités de l'appareil. Donc c'est un terminal qui tourne sur Android Marshmallow dans sa version 6.0.1. Il y a eu une mise à jour, je crois, depuis que je l'ai reçu, mais à la base il est livré sous 6.0. Là maintenant il est en point 1. Je vais essayer de passer dans toute l'interface, mais rapidement, vraiment, parce que concrètement, si vous avez regardé mon test du S7 Edge, c'est la même chose, mais sans toutes les fonctions Edge. Donc, concrètement, l'interface est esthétique, simple d'utilisation. Il y a quelques fonctions avancées qu'on va regarder, et vous enlevez toute la partie Edge. Donc vous avez, je vais avancer vite, et puis si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, peut-être regarder le test du S7 Edge. Alors, un accueil, des icônes, des widgets, le classique, vous pouvez changer le fond d'écran. Sur la gauche, vous avez une page qui s'appelle Update, c'est nouveau. Avant, ça s'appelait Flipboard, mais ça a été changé. Ils ont fait un nouveau deal avec une autre boîte. En gros, ça vous donne des news, en fonction des catégories que vous avez choisies, etc. Vous pouvez l'enlever si vous n'aimez pas. Vous avez ici les notifications, avec la possibilité, bien sûr, d'accéder à plus d'options juste là. J'avais laissé le son activé. Bon, là, je viens de recevoir un mail. Vous voyez à quoi ça ressemble du coup. Et là, on va pouvoir voir quelques-unes des fonctionnalités, des petites nouveautés. Donc, il y a l'Always On Display qui s'affiche là. C'est tout simplement l'heure ou éventuellement d'autres éléments. Mais là, on a l'heure et la date et la batterie restante qui va s'afficher en permanence quand l'écran est en veille. Ça peut être éventuellement utile pour vous. Ensuite, on va aller dans les paramètres. C'est là-dedans qu'on va trouver toutes les petites options qui pourraient être éventuellement intéressantes. Donc, le Wi-Fi, plus de paramètres de connexion. On a le Download Booster qui permet tout simplement d'utiliser la 3G 4G en plus du Wi-Fi pour créer un seul débit et pour télécharger plus rapidement des fichiers. Ça peut être pratique. On a le Smart Manager qui est une application qui va vous permettre de surveiller quels sont les contenus, les applications qui consomment beaucoup de RAM, qui consomment beaucoup d'énergie. Vous pourrez également activer la protection via cette application-là, nettoyer d'un seul coup tous les fichiers temporaires, tous les processus en RAM qui sont pas utilisés. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses d'un seul coup. De cette façon-là, vous avez un mode ne pas déranger. Dans affichage, vous pouvez changer, vous pouvez ajuster le Smart Stay qui va rester, l'écran va rester allumé quand vous le regardez. Le Always On Display, il est paramétrable ici, et vous pouvez changer et mettre par exemple une image, le calendrier, ce genre de choses. Vous pouvez également activer l'écran de veille et vous avez également le mode d'écran qui est juste là. Là, on est en mode adaptatif, ça s'adapte au contenu et à l'environnement, mais vous pouvez éventuellement changer si vous aimez pas le rendu des couleurs dans l'état, et honnêtement, il n'y a pas forcément besoin de le faire. C'est pas trop mal de base comme ça. Vous avez le Game Launcher qui est là. Je vais vous le montrer au bout d'un moment, je pense, mais disons que quand vous lancez un jeu, il va détecter c'est un jeu et il va vous proposer une sorte d'overlay en surimpression qui vous permettra par exemple de prendre des captures d'écran, d'enregistrer du gameplay en format vidéo, ce genre de truc. C'est pas mal. On a quelques options qui permettent d'utiliser le produit à une main, ça je pourrais éventuellement le faire. Voilà, ça permet de créer une petite interface comme ça, c'est pas mal, et ça c'est complété par également le geste affichage contextuel quand vous êtes dans une application compatible. On va dire par exemple les textos ici, vous faites ça, et vous pouvez réduire la taille de la fenêtre, mais juste de l'application. Et en fait ce qui est cool quand même, c'est que vous pouvez faire ça avec pas mal de fonctions, pas mal d'applications. Et donc ça permet de faire du multitâche vraiment poussé. Et d'ailleurs, par rapport au multitâche, si vous restez appuyé sur l'option, sur le multitâche, le bouton multitâche, vous pouvez utiliser ce système. Donc là, par exemple, on a une vidéo de la Reine des Neiges, si vous voulez. Et en bas, on peut avoir le surf sur le web. Voilà, ça permet de faire les deux en même temps. Et un truc à noter, et ça on a pu le vérifier, mais c'est que en gros, contrairement au système qui est proposé dans Android N, alors qu'il est encore en preview, mais voilà, les vidéos peuvent être lues pendant que vous faites autre chose en bas. Alors que donc ça met pas vraiment en pause le processus, et ensuite si vous minimisez, vous avez des petites bulles comme ça que vous pouvez fermer éventuellement. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est une bonne façon d'intégrer ce genre de fonctionnalité. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Après vous avez pas mal de trucs, genre par exemple pouvoir capturer une photo en faisant un geste comme ça au-dessus, en touchant un peu l'écran. Vous avez le Galaxy Lab qui vous permet notamment d'activer cette fonction
où en fait Samsung vous propose d'enlever le menu des applications, le tiroir des applications, et d'avoir un appareil un peu comme chez Huawei ou d'autres constructeurs qui le font. C'est à vous de décider si vous avez envie de le faire. Ensuite, vous avez gestion des fonds d'écran, vous avez quelques thèmes qui sont sympas. Tout ce qui est verrouillage, vous pouvez régler vos empreintes digitales. Je vais pas le faire là, mais honnêtement, ça marche bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul truc que j'aurais envie de reprocher, c'est simplement que pour l'activer, c'est rapide, vous le voyez là. Mais il faut quand même appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous pouviez faire juste ça. Ça marche pas. Vous avez besoin d'appuyer et garder votre doigt dessus. Voilà, pour info. Mais en soi, ça marche bien et il va vous permettre de déverrouiller le terminal et également de sauvegarder des mots de passe sur des sites internet quand vous utilisez le navigateur par défaut proposé par Samsung, pas Google Chrome malheureusement. Vous allez par exemple sur twitter.com, vous mettez vos logins une fois, il va vous dire est-ce que vous voulez sauvegarder avec votre empreinte, vous pouvez dire oui. Et à partir de là, vous mettez votre empreinte, ça va remplir les login passwords et ce sera bon. C'est la même chose pour quand vous connectez à votre compte Samsung, il est possible d'utiliser votre empreinte digitale pour faire cela. Dans tout ce qui est batterie, il y a des modes d'économie d'énergie que vous pouvez éventuellement activer pour aller un peu plus loin en termes d'autonomie. Et puis après, ce sera à peu près tout par ici. On va passer du coup dans le menu là, on va se promener dans toutes les fonctions. D'ailleurs, est-ce que j'ai tout ici? Ouais, bon, on va faire ça comme ça. Alors, vous avez un dossier Samsung. Bon, bien sûr, ça c'est le menu des applications. Avec un explorateur de fichiers, un client email que j'ai pas configuré. Mais il est très 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 basique. Quoi. Remarquez, ça va prendre 2 secondes si je fais comme ça. Paf, normalement ça devrait être bon. Il fonctionne bien, vous pouvez mettre tous les comptes que vous voulez. Là, j'ai mis Gmail, mais vous pouvez mettre autre chose si vous le désirez. Et puis, bien sûr, à côté, vous pouvez utiliser le client Gmail proposé par Google, éventuellement, si vous avez envie de ne pas utiliser ce client-là. Un enregistreur vocal. Internet, on utilisera surtout Google Chrome, peut-être pour montrer la fluidité. Bon, je peux vous montrer ça ici, mais vous avez une gestion des onglets ici. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez activer un mode secret entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous pouvez faire le système de déverrouillage par empreinte digitale. C'est aussi dans cette application que ça va se passer. Maintenant, encore une fois, pour le web, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Alors, vous avez S-Elf aussi, que j'ai pas configuré encore. Mais en gros, c'est la même chose que sur le S7 Edge. C'est une application qui va vous permettre de traquer votre activité. C'est un tracker d'activité, mais aussi un tracker sportif. C'est-à-dire que si vous allez courir, vous faites démarrer et vous pouvez aller courir. Il va vous lire de la musique, etc. Ça va être pas mal. Vous pouvez mettre de la musique aussi en accord avec votre course, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi dire j'ai mangé tel et tel élément et ça va vous dire combien de calories vous avez ingurgité, vous avez absorbé. Vous pouvez aussi calculer, mesurer votre fréquence cardiaque, ça peut être aussi intéressant avec le cardio-fréquence-mètre qui est à l'arrière. Donc ça c'est tout un ensemble de trucs liés à la santé, plutôt tracking d'activité que réellement santé, même s'il y a toute une partie un peu santé, mais c'est beaucoup moins marqué que ce que Apple essaye de mettre en place, mais ça se croise. S-Voice, c'est un assistant vocal. Je l'ai pas configuré parce que je sais que niveau détection de voix, parfois il bug un peu. Mais ça marche bien. En gros, vous pouvez mettre des rendez-vous, vous pouvez poser des questions, il va vous répondre. C'est un classique. Maintenant, on va pas forcément s'attarder là-dessus. Ensuite, vos applications Google qui sont là, notamment bien sûr Google Chrome. On peut aller éventuellement sur Test Mobile pour voir comment ça fonctionne. Mais vous l'avez vu un petit peu assez brièvement tout à l'heure, ça fonctionne bien. Le web c'est propre, il n'y a pas de problème particulier, vous avez un bel écran, de belles performances. Donc logiquement, le web fonctionne bien et puis si vous pouvez utiliser une application ou l'autre en fonction de ce que vous avez envie. Alors, Samsung préinstalle pas mal de choses, ça va dépendre. Moi je trouve ça un peu problématique, je préfère choisir les applications qu'il y a sur mon terminal, mais en même temps c'est des applications utiles. Donc là par exemple vous avez WhatsApp et Instagram, éventuellement si vous les utilisez, vous avez également Facebook, pas de Twitter par contre, ça c'est assez drôle, ils ont pas dû faire de deal avec eux. Alors il y a aussi un dossier Microsoft avec Skype et toute la suite Word, Excel, PowerPoint, qui fonctionne. En fait, là ils demandent une mise à jour, c'est dommage. Mais normalement ça fonctionne, je sais pas si je fais ça, il va me demander une mise à jour aussi, probablement, voilà. Mais vous pouvez les lancer, ça va vous permettre simplement d'éditer des fichiers et tout, c'est bien, mais après j'aurais préféré peut-être choisir de les installer. Bon. Ensuite niveau téléphone, ça se passe ici, vous pouvez composer rapidement un numéro, l'interface est vraiment proche, c'est du matériel design un peu personnalisé, mais pas tant que ça, et au final c'est assez confortable. Là on arrive dans une fiche, on peut aussi faire glisser son doigt de cette façon-là pour appeler ou éventuellement envoyer un message.
c'est assez classique, bon, c'est même très très classique dans TouchWiz, c'est quelque chose qu'on connaît depuis un bail déjà. Au niveau des messages, il s'organise de cette façon-là par contact, on rentre dedans, on a un système de bulles, on peut personnaliser le fond. C'était où? C'était pas là, c'était juste dans l'écran avant. Éventuellement, si vous avez envie de personnaliser la façon dont ça s'affiche, vous avez des arrière-plans que vous pouvez changer. Donc, par exemple, là, j'ai mis orange. Vous pouvez changer les bulles, normalement, il me semble. Hein. Pas dire de bêtises, mais... Ah, peut-être pas, pardon. Juste le fond d'écran. Et là, voilà, vous pouvez rentrer un message. Alors, le clavier est très bien. Vous avez toute une ligne, là, pour les chiffres, ce qui est pas toujours le cas. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et globalement, il est top, quoi. Il y a pas grand chose à dire. Il vous fait de la correction, de l'anticipation. Vous pouvez tracer des lignes entre les lettres pour créer des mots. C'est aussi puissant, pas forcément autant, mais c'est pas loin d'un SwiftKey ou ce genre de choses si vous connaissez un petit peu les claviers pour Android. Et puis, bien sûr, vous pouvez le changer si vous ne l'appréciez pas. Alors, l'appareil photo, l'interface classique Samsung, qui a été légèrement retravaillée au fil des années, mais qui est facile à utiliser. Honnêtement, très facile à utiliser. Là, vous pouvez cacher ça. Vous avez des modes avec un mode automatique et la possibilité d'en télécharger d'autres. Ici, sur la gauche, vous avez quelques paramètres en accès rapide. Alors, respectivement ceux-là, pour gérer la taille de l'image. Ça va être pour le flash, le retardateur, le mode HDR. Là, ici, ça va être quelques effets, éventuellement, si ça vous intéresse. Et dans paramètres ici, vous pouvez changer la résolution pour la capture vidéo. Capture vidéo que vous pouvez faire en UHD. Attention, si vous faites en UHD, vous n'avez pas la stabilisation vidéo. Maintenant, je vais en reparler un peu après parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre que j'ai détecté. Qu'on va en reparler. Il y a un suivi d'autofocus qui permet, par exemple, vous mettez suivi activé et quand vous prenez une photo, vous choisissez un sujet. Alors là, ça va pas parce que le fond est noir, mais en gros, est blanc, pardon, mais si je fais ça, là, vous n'avez pas vu, pardon. Là, ça va être sur mon alliance. Bah, si je me déplace, en fait, le focus va à peu près suivre. Alors là, pas vraiment, mais sur le principe, normalement, ça fonctionne pas trop mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal. Il y a une fonction bien sûr pour capturer des photos avec la caméra frontale. Avec des modes beauté, là on va pas trop regarder. Vous pouvez changer à la couleur de votre peau, la taille des yeux, etc. Ensuite vous avez un mode pro qui va vous permettre notamment de capturer en format RAW. Donc ça sort normalement, le format c'est du DNG et après vous pouvez l'éditer éventuellement pour ceux que ça intéresse. Et puis après vous avez quelques réglages professionnels entre guillemets ici, hein, avec des presets et tout, c'est pas mal. Vous avez pas mal de fonctions que vous pouvez ajuster. Je sais pas si vous les voyez bien pour la white balance. Par contre, c'est des presets. Bon, ça c'est assez classique. Et puis après, c'est mise au point sélectif pour créer un effet entre guillemets bokeh en arrière-plan. Mode panorama. Il y a un mode panorama notamment animé et qui est assez c'est pas très intéressant honnêtement, mais bref, vous pouvez avoir une photo panoramique et puis une vidéo associée quand vous la regardez sur votre téléphone. Ça peut être éventuellement intéressant. Collage vidéo qui vous permet de capturer 4 vidéos de 6 secondes et de en former une seule. Le live stream sur YouTube qui est vraiment topissime. Je l'ai déjà testé, ça marche très très bien. Vous avez un petit délai comme d'habitude. Mais si vous êtes connecté en 4G ou avec un bon Wi-Fi, vous pouvez faire du stream en direct sur YouTube et vraiment c'est top. Et la qualité est très très bonne. Donc ça c'est une de mes fonctions préférées d'ailleurs sur ces nouveaux terminaux Samsung. Même si c'est quelque chose qu'on avait sûrement avant, mais là vraiment je trouve que l'interface est très très propre, ça marche vraiment bien. Bref, ça intéressera pas tout le monde, mais moi en tout cas ça m'intéressait pas mal. Après vous avez bien sûr tout ce qui est album pardon. Voilà, vous pouvez défiler dans vos photos. Vous pouvez double taper pour zoomer, multitouch bien entendu, et puis après c'est modifier, ajustement automatique si vous voulez changer quelques éléments, et puis vous pouvez partager rapidement vos clichés. Enfin voilà, ça c'est plutôt classique. L'horloge, je vais passer dans le S-Planner qui est l'agenda, voilà, avec des petites bulles comme ça, synchronisé avec Google Calendar, ça marche top. Vraiment tout est propre, vous avez vu toute l'interface, en fait tout est dans le même style. Et c'est une sorte de cohérence d'interface qui a été poussée par Samsung ces derniers temps et qui est quand même une bonne chose. J'en avais parlé pour le test du S7 Edge. Samsung a décidé, pour une raison que j'ignore, de pas proposer les applications vidéo et musique. Si, celle-là elle est là par contre. Ok, mais en tout cas vidéo non. Musique elle était pas là, mais je l'ai installée. Mais de base ce sera pas installé, donc il faudra aller dans Galaxy App pour les attraper.
Alors l'application musique elle est là, l'application vidéo elle est en train de s'installer. Concrètement ce que ça va vous permettre de faire c'est tout simplement d'accéder bien sûr à vos fichiers musicaux de cette façon-là, mais de base c'est pas installé pour sûrement économiser de la place. Mais vous pouvez facilement les prendre sur la plateforme. Alors en gros c'est des applications qui sont top, il n'y a pas grand chose à dire, l'interface est vraiment pas mal, là vous pouvez défiler entre les artistes, les genres, les dossiers, compositeurs, etc. etc. Quand vous rentrez dans une pochette par exemple vous avez le fond qui se met aux couleurs de la pochette, là il n'y a pas de pochette du coup ça prend une couleur de base, vous avez un système d'égaliseur qui est plutôt bien fait, qu'est dire de plus, système aléatoire etc, répétition, une file d'attente qui est là-haut, enfin tout est top, franchement ça marche vraiment très bien. Il n'y a pas vraiment de problème. J'aimerais bien par contre une petite compatibilité avec Chromecast Audio, ce serait pas une mauvaise chose. Cela étant dit, après, niveau qualité du haut-parleur, je vais vous faire écouter une petite seconde, même si c'est difficile de se rendre compte, et puis je vous en parle. Alors le haut-parleur sur le S7, c'est à peu près la même chose que sur le S7 Edge. Déjà d'un niveau position, il est là. Donc il peut pas être couvert quand le produit est posé sur une table, donc ça c'est bien. Après niveau qualité, le volume en fait est moyen plus, c'est-à-dire que c'est pas impressionnant mais c'est bien, c'est je trouve suffisant et la qualité est bonne, ça sature pas, il y a pas de problème. Donc voilà, c'est pas impressionnant dans le sens où on n'a pas un haut-parleur double frontal amplifié qui envoie du lourd, mais il est loin d'être mauvais. Donc voilà, et puis après vous avez une application vidéo dans laquelle vous pouvez avoir le mode fenêtré, notamment pour lire une fenêtre, pour lire une vidéo dans une petite fenêtre comme ça. Donc ça peut être éventuellement utile. Et ensuite après, à propos de vidéo, non là il y a rien, ça c'est pour checker les mises à jour. Non, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ça c'est l'application vidéo que j'ai installée et qui est assez basique, et ce sera à peu près tout pour l'interface. Allez, juste une dernière chose, le Game Launcher. Donc là, j'ai lancé une animation 3D. C'est pas un vrai jeu, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est fluide, ça marche bien. Et comme c'est du Unity, il détecte que c'est un jeu. Alors, donc en gros, vous avez avec le Game Launcher toute une sorte d'overlay, d'interface qui va se mettre au-dessus de votre jeu. Si vous avez l'envie, bien sûr, vous pouvez le désactiver. Avec la possibilité de choisir rapidement, pas d'alerte pendant que vous êtes en train de jouer. Verrouiller les touches mécaniques en bas, sensibles et mécaniques en bas pour pas sortir du jeu sans le souhaiter. Réduire la fenêtre du jeu pour la mettre en format bulle, capture d'écran et bien sûr enregistrement, et dans paramètres vous pouvez gérer quelle qualité pour l'enregistrement, donc ça marche bien, ça c'est top, vous pouvez enregistrer le son du jeu et le microphone, pas les deux en même temps, c'est un peu dommage, vous pouvez enregistrer jusqu'en 1080p, voilà. Et avec un débit, soit que vous mettez sur automatique, soit que vous ajustez, c'est pas des débits de folie, mais ça fait quand même une qualité qui est pas mauvaise du tout, c'est exploitable si vous voulez notamment enregistrer des vidéos de jeux sur mobile, par exemple pour YouTube ou quoi. Par contre, il faudra choisir entre le son du jeu et le son de votre voix. Alors, niveau autonomie, on a une batterie de 3000 mAh, on peut le recharger sans fil, ça c'est vachement confortable je trouve si vous êtes équipé pour... je lui ai fait passer mon test classique d'autonomie, vous verrez la courbe du test sur testmobile.fr, et concrètement il s'arrête à 67%, c'est à peu près la même chose que pour le S7 Edge, ce qui est pas réellement surprenant, et ça lui donne concrètement une grosse journée d'autonomie. Avec en plus la possibilité, quand il est en veille, moi j'ai trouvé qu'il consommait vraiment très peu. Alors vous allez me dire c'est classique, et c'est vrai, c'est classique, mais clairement moi j'ai un produit où on va pas le voir dans la courbe, mais quand il est pas en fonction, mais qu'il y a quand même des processus qui tournent un petit peu derrière, mais des processus pas très lourds qui vont checker peut-être des updates sociales, ce genre de choses, eh bien l'autonomie baisse très doucement. Donc ça c'est pas mal. C'est un produit qui devrait vous offrir, comme je disais, une grosse journée d'autonomie, une journée et demie, 2 jours si vraiment vous l'utilisez très peu, et dans ce cas-là ça a pas beaucoup d'intérêt. Et qui perd un total de 12% en 1 heure de jeu en 3D, ce qui est pas énorme, donc c'est tout à fait raisonnable. Et on va du coup enchaîner directement sur les performances, parce que j'allais faire le relais avec la chauffe, c'est-à-dire que je trouve pas qu'il chauffe particulièrement. J'avais trouvé que le S7 Edge était peut-être un poil plus chaud, mais pas spécialement. En toute franchise, avec le système de caloduc qu'ils ont installé,
ça a l'air de vraiment fonctionner très très bien. Alors c'est pas un système de refroidissement liquide comme vous l'avez peut-être lu à droite à gauche, c'est un système en fait, c'est un tube en cuivre qui va aider tout simplement à maîtriser un petit peu mieux la température au niveau du terminal, au niveau des composants, et ça fonctionne a priori pas trop mal, ce qui permet de conserver quand même des performances assez bonnes, de pas avoir à brider les performances en fonction de la chauffe. Concrètement sur du benchmark, là juste pour passer ça, j'ai 128 000 points sur un N22, donc N22 V6, là comme vous regardez, concrètement vous êtes dans le top. Ça, il n'y a pas de souci, c'est pas surprenant et c'est même normal, on va dire, on s'attendait pas à forcément moins. Sur un 3D Mark, on est à 2150 points, donc ça c'est un test qui est aussi un petit peu, peut-être un poil plus exigeant, où il se retrouve quand même en tête de liste, qui est intéressant, et il y a le S7, il y a un autre S7 qui est en haut, là, ici, ça c'est le MSM, donc ça, a priori, si je dis pas de bêtises, c'est le S7, ça c'est les S7 sous, ouais, ça c'est les Exynos, et ça c'est ceux sous chez Qualcomm, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux versions du S7 et S7 Edge. Il y a une version avec un chipset maison, donc c'est celui que vous aurez en France, le Exynos, le 88-90, et puis vous avez le Snapdragon 820 qui est dans d'autres marchés. Mais bref, peu importe, au final vous aurez quand même d'excellentes perfs, et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en plus de ce qu'on vient de voir là, dans l'interface ça marche bien. Alors à part quand on passe sur la page de gauche, mais ça n'a rien à voir avec les performances du produit, c'est l'application qui peut optimiser, et d'ailleurs moi je vous conseille de l'enlever honnêtement, à part si vous l'utilisez. Mais dans l'interface, il n'y a pas de problème, il y a vraiment strictement aucun lag, ça fonctionne très bien sur le web, en jeu, enfin tout est parfait. Niveau performance, si vous achetez un produit aujourd'hui de ce type-là à 700 €, on est quand même, on s'attend à avoir ce genre de perf, vous les avez là, et normalement, pendant au moins 2 à 3 ans, vous devriez être tranquille pour tous les derniers jeux qui sortent, ce genre de choses. Passons maintenant sur la qualité photo et vidéo. Je vous mettrai les échantillons bien sûr sur testmobile.fr, et pour la vidéo d'échantillons, je les mettrai bien sûr sur YouTube. On va commencer par la photo d'abord. Vous avez une capture qui est rapide, surtout de jour d'ailleurs, de nuit c'est pas trop mal non plus, mais de jour c'est vraiment très rapide, avec un focus qui est vraiment excellent. Et ça c'est important de le noter, c'est-à-dire si vous regardez les échantillons, vous verrez, en fait quand vous passez votre main devant, ou à un élément qui est plus près, ça fait le focus mais quasiment instantanément, et ça c'est valable aussi en vidéo. Ça c'est un des trucs que j'aime vraiment beaucoup sur cet appareil, au niveau de la mise au point, c'est top. Ensuite les couleurs sont bonnes, sont justes, même sur un écran calibré, hein. Là on est quand même sur de la AMOLED, donc c'est un peu plus vif, etc. Sur un écran calibré ça passe très très bien. Le HDR est assez efficace. De nuit, moi je trouve que les couleurs sont pas mauvaises. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça c'est au niveau de la caméra frontale. Je trouve que c'est pas mal. Après ça lisse un peu le visage, mais on a quand même une bonne qualité. Alors de nuit, je vais essayer de vous montrer des clichés capturés dans de moins bonnes conditions de lumière, mais là par exemple on manque un peu de lumière, et là, typiquement, le focus est mal fait. Bon, après, vous avez qu'à refaire le cliché, ou vous pouvez l'aider, hein, bien entendu. Mais, ou même ici, alors là, j'ai été pour le coup un peu déçu. Mais c'est, honnêtement, vous le voyez, hein, c'est pas dans le noir complet. Mais, le sujet n'est pas tout à fait net. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est-à-dire que, ok, 2 jours, sincèrement, c'est bien. C'est quasiment excellent. Donc ça, voilà, on passe ça. De nuit, c'est très bruité, le focus se fait plus difficilement, mais se fait quand même, et ça manque un peu de détails, ça c'est classique, mais en mauvaise condition de lumière, sans entrer, là par exemple c'est mauvaise condition de lumière, mais c'est pas parfait en termes de lumière, mais il y a quand même de la lumière, et très sincèrement, parfois, c'est difficile d'avoir un cliché qui est parfait, et c'est un peu décevant, et c'était à peu près la même chose sur le S7 Edge. Je l'avais peut-être moins constaté, je sais pas, mais en tout cas là je l'ai constaté, et c'est vrai que attention à la lumière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit par rapport à la photo et par rapport à la vidéo. Alors, le sujet est vaste parce que j'avais fait des tests avec le S7 Edge, et j'avais pas trop eu de soucis. Et là avec celui-ci, j'ai constaté des petits trucs qui sont complètement bizarres. Je vais vous en parler parce que de toute façon on est là pour ça. Et comme je fais pour l'instant, le test est assez relativement court par rapport au type de produit, je peux m'attarder un poil là-dessus. Alors, vous pouvez capturer dans plein de définitions possibles. Vous avez le UHD, le QHD, le 1080p, on va s'arrêter là, et 1080p 30 ou 60 fps. À chaque fois, sauf pour le UHD, vous pouvez activer éventuellement la stabilisation vidéo.
Alors, juste pour parler d'abord de la qualité, etc. En tant que tel, je veux dire, les couleurs sont top, le focus se fait super rapidement, le zoom est pas dégueu, même si je vous recommande pas de l'utiliser, c'est pas dégueu. Maintenant, le problème que j'ai avec ce produit, c'est que en vidéo, si vous vous mettez avec la stabilisation activée, eh bien, étrangement, c'est pas forcément si bien stabilisé que ça, et en plus de ça, la qualité est moins bonne. Et c'est assez, il y a des trucs qui sont bizarres. J'ai fait plein d'échantillons, je vais vous montrer ça parce que et sinon le son est très bon. Bref, même excellent. Le son est vraiment très bon. Et de nuit, avant de passer vraiment au système de stabilisation, là, je vais en parler. Mais de nuit, en gros, c'est la même chose que pour les photos, c'est-à-dire que c'est pas dégueu en soi, mais l'image est bruitée. Les couleurs sont fiables par contre, mais l'image est bruitée, le focus est plus dur, mais c'est loin d'être un carnage. C'est même plutôt pas mal. Alors. Maintenant, on va regarder un truc, ça va vous paraître un peu bizarre, mais comme je peux uploader ça sur YouTube, je préfère vous en parler maintenant, et vous allez voir, j'ai fait des tests. Full HD, 30 fps, sans stabilisation. Donc là, j'ai fait différents tests. Et vous voyez là le petit mouvement que vous avez vu de caméra, là, peut-être vous l'avez vu, très très léger. En fait, c'est un mouvement que je faisais en faisant comme ça, hein, vraiment. Et ça, c'est sans la stabilisation. Et avec la stabilisation, donc ça va être peut-être par là à peu près. Full HD, 30 fps avec la stab. Voilà, bah c'est ça. Vous allez voir un truc. Donc déjà, quand vous filmez, le mouvement est très bizarre parce que en gros, ça va faire vous savez, il y a un petit décalage, c'est très désagréable. Regardez là. Ça, c'est stabilisé. Et en fait, ça marche pas. Enfin, il y a un truc qui cloche. Et quand on marche, par exemple, ça va, mais ce genre de mouvement, c'est pire avec la stabilisation que sans. C'est bizarre. Ouais, comme je le dis, c'est bizarre. et ça, je sais pas quoi vous dire. Parce que, par exemple, la toute dernière, ça, c'est UHD, normalement. Pour checker QHD sans la stab. Parce que franchement... Voilà. Regardez. Ça, c'est QHD sans la stab. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en gros, là, pour moi, c'est un rendu stabilisé. Donc, je comprends pas. À la fois, quand on filme en étant stabilisé dans les options, on va avoir cet effet de délai qui fait que quand vous bougez la caméra, ça prend une demi-seconde à suivre votre mouvement, ce qui est d'ailleurs totalement insupportable. Mais bon, on sait que ça fait partie du jeu. Alors, on voit que l'image est un peu zoomée. Donc, ok, la stabilisation est bien en marche. Et ça, peut-être qu'il y a une fonction, ça c'est peut-être que quand vous l'activez, c'est peut-être juste la stab logicielle, et de l'autre côté il y a une stab optique qui se met, mais quand vous activez la logicielle en plus de l'optique, ça fout le bordel, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je vous recommande, si vous achetez ce produit, de ne pas l'activer dans les paramètres, parce que quand vous l'activez, peut-être que effectivement c'est ça, c'est une stab logicielle, et elle est quasiment gerbante, enfin, c'est dégueu. Et il y a un truc en plus que vous verrez peut-être dans les échantillons, c'est quand on bouge avec la stab activée, l'image est beaucoup moins nette. Ça fait un effet tout crade de traîner en fait quand vous bougez. Et sincèrement, je suis vraiment déçu par ça. Donc voilà, faites juste attention à ça. Si vous achetez le produit quand vous filmez, l'activez pas. Sincèrement, ça vaut pas le coup. Donc voilà, ce sera tout pour mon test du S7 que j'ai essayé de faire le plus court possible, malgré un produit plutôt haut de gamme, donc ça c'est plutôt bien. Pour résumer, je dirais juste design premium, clairement, un très très beau design, un très bel écran, même si les angles de vue sont pas excellents, on va pas non plus trop chipoter, mais bon, je l'ai mentionné. L'ergonomie qui est très bonne, et ça c'est mieux que sur le S7 Edge, donc si clairement vous êtes intéressé par ce produit-là, ou le S7 Edge, mais vous voulez une bonne ergonomie, prenez celui-là. L'IP68 qui est sympa, le chargement par Qi et PMA qui est cool, les fonctionnalités on en a plein, on a une belle interface également, une autonomie qui est décente, qui est même plutôt bonne, sans être excellente, mais qui est quand même correcte, des performances qui sont excellentes, qualité photo et vidéo de jour qui est bonne, avec le bémol, la stabilisation, etc. dont j'ai parlé, et à vous ensuite d'ajuster les paramètres pour ne pas avoir ça. La possibilité de mettre une micro SD, je le mets dans les points positifs parce que ça me plaît, moyennant quoi c'était quelque chose qu'on avait avant, qu'on nous a enlevé, qu'on nous a remis. Donc c'est pareil que pour la certification IP. Et ensuite du côté des points négatifs,
Bah, il y en a pas beaucoup. Il y a ce que je vous disais, la qualité aussi photo et vidéo de nuit qui pourrait être meilleure par rapport au prix qu'on met, par rapport au fait que ce soit un terminal de vraiment haut de gamme. Et puis les applications préinstallées, moi personnellement ça me plaît pas. Je préférais que Samsung se mêle pas de nos oignons, on va dire, sur les applications préinstallées. Mais sinon c'est tout. Après oui, c'est un produit qui est cher, c'est 700 euros. Le S7, le Edge il était à 800 euros également, enfin à 100 euros de plus. Donc oui, je pourrais le mettre dans les points négatifs parce que c'est vrai que c'est super élevé, mais cela étant dit, c'est dans la moyenne aujourd'hui des produits très haut de gamme. Donc voilà, c'est un produit qui à mon sens vaut pas forcément ce tarif parce qu'aujourd'hui il y a zéro smartphone qui valent 700 euros pour moi personnellement, c'est mon avis. Mais c'est un excellent smartphone pour un prix qui est classique sur le marché aujourd'hui en haut de gamme et chez Samsung qui est quand même une marque réputée. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu et vous aura surtout été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!